Bonjour, bienvenue, bon retour sur My News en direct de l'Open Mind Café, toujours Captain Prod aux manettes. Cette émission que nous avons lancée pendant le confinement au mois de mars, eh bien, nous la reprenons maintenant avec, alors j'ai le plaisir d'être accompagné de Cindy, notre éclaireuse de marque. Salut Cindy, tu vas bien ? Bonjour Pascal, ça va super, merci. Merci à toi d'être là et nous avons alors plein de sujets que nous aurions pu aborder, comme CLM, la fin de cette mythique agence. On aurait pu aborder la situation catastrophique des médias, de l'événementiel, mais on va aborder d'autres sujets avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite, qui sont en remote, à distance, comme on dit maintenant, avec nous et qui nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation. Marie-Laure Sauty de Chalon, ma chère Marie-Laure. Alors, je vais représenter pour la énième fois Marie-Laure. Marie-Laure qui a un parcours dans les médias sur plusieurs titres de presse, qui a été présidente d'une société aux États-Unis, Consodata, il y a quelques temps de ça, qui a présidé le groupe Dentsu pour l'Europe il y a aussi quelques années, mais surtout qui a pendant plus d'une dizaine d'années été à la tête d'Au Féminin. Alors, et puis Marie-Laure qui maintenant, toujours entrepreneuse, a lancé pas mal de projets, dont un que je voulais saluer en particulier, celui que tu as monté avec ta fille, Mélusine Cosmétique, Paris, je crois, si tu me diras comment on appelle ça exactement. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Ensuite, nous accueillons également Anne-Cécile Maillefer. Alors, Anne-Cécile est la présidente de la Fondation des femmes. Anne-Cécile, je vais pas tout dérouler parce que tu as un parcours dans le monde du féminisme quand même très très important, mais juste pour resituer, tu es passé par Sciences Po, tu as fait des conférences à Harvard sur le sujet, tu es auteur de Tu seras une femme, et tu as récemment lancé la Cité audacieuse. Alors, remarquable pour le coup, puisque c'est quand même le premier lieu pour célébrer l'égalité entre les femmes et les hommes. On en reparlera ensemble. Voilà, alors on va attaquer tout de suite les sujets que tu as d'actualité, que tu as pu repérer, Cindy. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? Quel est ton premier sujet ? On ne peut pas parler d'actualité dans la com aujourd'hui sans parler du phénomène Balance ton agency. Pour remettre un petit peu le contexte, Balance ton agency, c'est un compte Instagram qui a été créé il y a quelques semaines seulement. Oui, tout à fait. C'est très récent. Septembre, exactement, mais qui est déjà à plus de 27 000 abonnés en seulement 50 posts. L'idée de ce compte Instagram, c'est quoi ? C'est de dénoncer les abus, le sexisme, le racisme, l'homophobie, le harcèlement sexuel et moral dans la publicité. Alors on se souvient avec le hashtag MeToo de la pub de Balance ton port aussi, voilà, où il y avait eu des actions choc des Lions pendant les Cannes Lions 2019. Exactement. Mais bon, il semblerait que ça n'ait pas assez porté ses fruits puisque la personne qui a créé ce compte nous dit qu'il y a des dizaines et dizaines de témoignages. Elle recueille des témoignages de peut-être personnes même des centaines, je crois, qui bossent en agence et qui témoignent de ce qui leur est arrivé en agence. Alors, la créatrice du compte, qui était anonyme, exact. Jusqu'il y a très peu de temps, jusqu'à un article sur auféminin.com qui est sorti très récemment. Donc, il s'agit de Julie Camille, elle a 30 ans, elle a 10 ans d'expérience dans les agences de com. Et elle est aujourd'hui freelance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous explique qu'elle n'a jamais pu trouver un confort de travail suffisant à son goût et qu'elle entendait depuis des années tous ces bruits de couloir et surtout ce silence dès qu'il s'agissait de dénoncer. Alors, on salue quand même l'action de Com Choc. Donc, tous les posts commencent par la même chose. Elle est très bien ficelée, cette campagne. Entendue chez, et on a le nom de l'agence avec le témoignage. Alors attention, ce compte fait complètement trembler les agences, petites comme grandes. Il y a plus de 50 agences qui sont citées. Ça a dépassé les 25 000 followers très rapidement. Et puis ça a déjà fait tomber 2 têtes, et pas des moindres. Le fondateur déjà est dirigeant de Brax. Donc il y a une enquête en cours, une enquête interne aujourd'hui chez Brax et le dirigeant a décidé de rester chez lui, de ne pas retourner au bureau jusqu'à ce que lumière soit faite. Et puis récemment, un grand boom dans le secteur de la communication, la démission de Laurent Habib, fondateur de l'agence Babel, qui était au conseil exécutif du MEDEF et surtout
président de la AACC. Ouais, l'association des agences conseils en communication. Exactement. Alors c'est une association qui est censée représenter et défendre les agences de com. Je crois qu'ils représentent plus de 200 sociétés, à peu près 80% du marché quand même. Et effectivement, eh bien, il a été justement une des personnes qui a été... et puis du coup, il a posé sa démission. Alors après réponse de la ACC, nous regrettons, je vous lis, le conseil d'administration regrette cette décision mais l'accepte parce que souligne unanimement combien la présidence de Laurent Habib aura permis de faire avancer un nombre considérable de chantiers. Mais en même temps, ils nous disent qu'il reste plus que l'ACC reste plus que jamais soucieuse de défendre la place des femmes et des hommes. Donc pas très engagé comme communication et en même temps c'est compliqué. C'est parfois compliqué de s'engager parce qu'on peut quand même s'interroger sur la méthode, cette méthode du tribunal des réseaux sociaux, cette méthode de l'anonymat, de la délation, de la calomnie, de la mise en cause. Anonymat qui est levé, il faut le préciser. Alors, son anonymat à elle, mais sien, pas tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qui est la différence avec MeToo, où on témoignait... Et donc, du coup, comme le disait Sébastien Garcin, le DGA de Publicis, une lettre ouverte de soutien au mouvement de Balance ton Agency. Alors, il était DGA de Publicis, il ne l'est plus. Effectivement. Et il disait, en même temps, justement, s'accrocher justement à cette présomption d'innocence, à la délation, à la calomnie. Est-ce que c'est pas toujours choisir le camp des auteurs présumés ? Alors, du coup, ma question à nos invités, elle est assez simple. C'est finalement... Est-ce que le combat féministe doit en passer par là ? Est-ce qu'on doit avoir des actions choc ? Est-ce qu'il faut qu'on dénonce ? Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même pour pouvoir être entendu et pris au sérieux ? Merci Cindy. Alors mesdames, la question est posée. Qui veut intervenir en premier ? Marie-Laure, Anne-Cécile ? Comme tu veux. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus dans le monde des agences, puisque j'avais quitté il y a plus de 10 ans le monde des agences. Mais comme beaucoup de milieux professionnels, il y avait énormément de sujets, comme dans la plupart des milieux professionnels. Et comme c'était un petit milieu assez fermé, assez centré sur lui-même, avec des personnalités extraordinairement fortes, forcément, porter plainte, parce qu'il y a des actions possibles. D'abord, on peut aller voir les RH, ensuite on peut aller voir les représentants du personnel, ensuite on peut porter plainte, ensuite on peut aller à la police. Enfin, il y a des actions judiciaires, heureusement, mais c'était extraordinairement difficile. Et donc, il faut aussi comprendre que la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était impossible et donc il fallait passer par l'anonymat quand on n'a pas d'autre voie, quand on est trop fragile, ou est-ce que c'est la tendance qui consiste à faire un peu tribunal populaire et à se dire que ça va plus vite finalement de dénoncer anonymement dans les réseaux sociaux plutôt que d'utiliser les voies judiciaires. Je pense que c'est un peu un mix de tout ça. C'est aussi parce que la justice ne va pas assez vite sur ces sujets-là, pas assez fort, et qu'un nombre incalculable de cas ne sont pas sanctionnés. Anne-Cécile ? Oui, moi je vais vraiment dans le même sens que Marie-Laure. Elle a été assez claire. Le combat féministe, c'est un combat très humaniste, c'est un combat pour toutes et pour tous. C'est un combat qui évidemment aujourd'hui se confronte à la réalité qui est que la justice, aujourd'hui en tout cas, n'est pas vue comme étant une instance vers laquelle il est facile de se tourner et qui répond de manière satisfaisante aux besoins des femmes victimes de violences. C'est pas que sur le sujet du harcèlement au travail, sur tous les sujets. Il y a que 1% des violeurs qui sont condamnés, par exemple. Donc c'est sûr que face à ça, quand on dit il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences et qu'ensuite on dit mais on n'arrive pas, les tribunaux pour le moment ne donnent pas de réponse satisfaisante à ça, c'est sûr que c'est tentant d'essayer de quand même se défendre sur d'autres plateformes. Maintenant, nous, à la Fondation des femmes, on a un message très clair vis-à-vis des potentielles victimes, vis-à-vis des victimes, c'est de leur dire attention à Twitter, attention à tous ces réseaux, parce que ce ne sont pas des tribunaux. Déjà, ça ne vous rendra pas justice comme un tribunal aurait pu vous rendre justice. Et puis surtout, c'est vous mettre en danger également. Parce que dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est aussi pouvoir, en échange, être accusé de diffamer.
de diffamation, et il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des postures où finalement ce sont elles qui se sont retrouvées accusées et condamnées d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas pu faire suffisamment la preuve de leurs accusations qu'elles avançaient sur les réseaux sociaux. Donc attention avec ce genre de choses qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, hein, de dénoncer publiquement, donc sur les réseaux ou ailleurs. Il faut vraiment quand même avoir des accusations extrêmement solides et avoir quand même, c'est comme devant un tribunal finalement. Et ensuite, le message, c'est plutôt à la société. Ce qu'on voit lorsque toutes ces femmes témoignent sur les réseaux sociaux, c'est une soif de justice. Et donc, il faut que les politiques l'entendent et il faut que la justice, elle évolue parce qu'il faut que cette soif de justice trouve un débouché autre que les réseaux sociaux. Merci Anne-Cécile. Marie-Laure, tu l'as précisé, il y a eu quand même dans les grandes entreprises multinationales, les groupes de communication, beaucoup de choses qui ont malgré tout été mis en place. C'est pas suffisant, on est tous d'accord, parce qu'il se passe encore des choses. Il s'est passé beaucoup de choses avant tout ça, mais des procédures, des chartes ont été mises en place. Aujourd'hui, on doit signer des engagements, on doit signer dans son contrat de travail le fait de respecter ces chartes et de faire respecter ces chartes. Il me semble important de le préciser aussi. On a évoqué le sujet de la ACC. Je pense que le rôle d'une association de ce niveau-là est important également. Et Cindy l'a précisé, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Anne-Cécile, toi, Marie-Laure, qu'est-ce que tu imagines qu'on pourrait faire ? Parce que là, on oppose aussi beaucoup les hommes et les femmes. Moi, tu sais que je suis assez partisan du fait qu'on arrivera sans doute à faire tout ça ensemble, progresser cette société. Là, je dépasse le niveau de la communication. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire et comment on pourrait faire pour faire avancer tout ça encore plus vite ? C'est un sujet d'éducation, bien sûr, et c'est pour ça que la Fondation des femmes est aussi importante. C'est d'ailleurs aussi étonnant que la Fondation des femmes soit relativement récente, parce que finalement, c'est comme si le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes n'était pas si important, qu'il n'y ait pas de lieu pour le célébrer. Donc maintenant, c'est chose réparée avec la Cité audacieuse, qu'il n'y ait pas de sorte de téléthon des associations. Et je pense que c'est tout l'hommage qu'on peut rendre à Anne-Cécile et aux équipes d'avoir créé de ce point de vue la Fondation. Après, cette éducation-là, il faut la faire partout, c'est-à-dire qu'il faut la faire à l'école, il faut la faire en famille, il faut la faire à l'intérieur du couple, il faut effectivement débattre parce qu'on est quand même un peu les héritiers du patriarcat et d'un système où les femmes devaient supporter, fermer les yeux, ne pas déranger avec ces histoires-là. C'était moche, il fallait un peu se taire si on voulait progresser. Maintenant, c'est fini. Et donc maintenant, au contraire, on est tous très exposés à ça. Alors c'est une chance formidable parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut être d'autre que féministe ? Moi, je dis souvent ça, c'est quoi le contraire de féministe ? Donc, je pars bien du principe que les hommes aussi sont tous féministes, puisque être féministe, c'est être pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je crois qu'il faut continuer à parler, beaucoup parler, et considérer que l'éducation ne fait que commencer. Alors, moi, j'aurais une petite question, et je pense on a tous à faire à ça de temps en temps au repas de famille, où on a toujours quelqu'un qui dit « Oh là là, c'est bon, ces femmes-là qui se font entendre, finalement, c'est pas si important. » C'est quoi l'argumentaire à leur donner pour leur dire « Si, l'égalité homme-femme, c'est important ». Quels arguments, clairement, on leur avance ? Anne-Cécile ? C'est vrai que souvent, on est sur des personnes qui, en fait, ne se sentent pas personnellement touchés par ça. Alors, on exclut direct, hein, évidemment, les hommes qui ont des choses personnelles à se faire reprocher, donc qui, en fait, quelque part, n'ont pas envie d'égalité parce que ça les mettrait trop mal. On les met de côté, ceux-là. On va partir juste du principe qu'ils sont tout à fait de bonne foi. Ils comprennent juste pas pourquoi c'est si important. Mais je pense qu'il faut faire en sorte qu'ils soient personnellement touchés. Donc, soit en leur expliquant que l'égalité entre les femmes et les hommes, en fait, c'est bon pour tout le monde, y compris pour les hommes, et en rappelant des choses peut-être de leur enfance ou de leur adolescence qu'ils ont peut-être mal vécues, des passions qu'ils auraient voulu exprimer, comme la danse par exemple, ou des choses qui se sont fait réfréner parce que non, un petit garçon, il n'est pas censé faire ça, un garçon n'est pas censé aimer ça, un adolescent, c'est censé être un homme. Donc ça peut être une manière de convaincre. Et puis l'autre, sinon, c'est aussi de ramener aux femmes
que cette personne peut aimer particulièrement, comme une fille ou une femme, et leur dire, moi c'est comme ça que j'ai convaincu mon papa d'ailleurs. Je lui ai dit, tu comprends pas c'est quoi mon délire féministe, mais regarde, tu as des filles et des garçons et les mêmes chances dans la vie. Et alors là, il s'est dit, bah oui, bien sûr, je veux que vous ayez les mêmes chances dans la vie. Je dis, bah voilà, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'ai pas les mêmes chances que mon frère, juste parce que je suis née avec un sexe féminin. Et tu crois pas que ça, c'est pas juste? Et tu crois pas que ce serait bien de changer ça à des choses qui leur sont personnelles? On arrive en fait aussi à leur faire ouvrir les yeux. Et tout d'un coup, ils se rendent un peu plus... Et c'est la force, c'est que des femmes, des entourages, des hommes, ont tout d'un coup dit des choses. Et donc, c'était plus quelqu'un qui était très loin, dans un quartier lointain ou dans un pays lointain. C'était leur femme, leur fille, leur voisine, leur tante, leur mère. Et donc, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus proche d'eux. Et c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à convaincre aussi sur ce sujet-là. Merci Anne-Cécile. Alors, je tiens à préciser qu'on avait invité, alors on ne savait pas à l'époque que c'était Camille, mais on avait invité à Camille à en débattre. Il nous a semblé important, effectivement, comme le disait Marie-Laure, d'en parler. Voilà, c'est chose faite. Merci à vous. Alors, Anne-Cécile, je vais te libérer, parce que je crois que tu as des choses. Et merci encore à toi d'être venue témoigner et de participer à cette discussion sur le sujet. Et encore une fois, la Cité audacieuse, bravo à toi. Et puis, tu nous diras comment on peut éventuellement, on en reparlera, comment on peut aussi t'aider, communiquer sur le sujet, parce que c'est un sujet important. Il faut lever beaucoup d'argent pour les associations. Voilà, écoute, on reviendra sur le sujet. Vous n'hésitez pas à nous donner les informations. On en reparlera. Merci Anne-Cécile. Je te garde avec nous pour la deuxième partie. Marie-Laure, je te garde avec nous. Alors Cindy, tu avais soulevé un deuxième sujet dans l'actu, un truc important aussi. Oui, absolument. Alors le deuxième sujet que j'ai choisi, c'est Social Dilemma, ou peut-être plus connu en France sous le nom Derrière nos écrans de fumée. Et en fait, c'est le dernier documentaire Netflix, enfin, en tout cas, il est sorti en septembre, fait par Jeff Orlowski. Et en fait, c'est le témoignage de repentis des réseaux sociaux. Donc, ils interviewent des anciens développeurs, ingénieurs, responsables d'optimisation business qui ont travaillé pour les géants. De très haut niveau, d'ailleurs. De très, très haut niveau, hein, les directeurs d'Instagram, et qui ont travaillé pour les géants du web, hein, Google, Facebook, Insta, Snapchat, on y est. Et qui nous expliquent, en fait, comment les réseaux sociaux deviennent hors de contrôle et comment sournoisement, lentement mais sûrement, ils modifient en fait nos comportements d'humains et vont jusqu'à mettre en péril notre vie en société. Alors moi, je tenais vraiment à en parler parce que je vous avoue que je me suis réveillée le lendemain pas exactement de la même façon quand même. Alors évidemment, on apprend tout le côté dépendance. Hein. Oui, on devient accro à Facebook. Oui, on est tous à attendre la prochaine notification ou quel ami nous a reconnus, etc. Et il donne des chiffres, notamment sur l'impact des suicides chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, qui a explosé de 70% depuis l'arrivée de ces plateformes sur smartphone. Au passage, il donne quand même des petits conseils, pas de smartphone avant le lycée. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a le plus, parce que ça, finalement, je le sentais un petit peu que pour les trop jeunes, c'était quand même compliqué, cette exposition. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la façon dont notre monde change et la polarisation des mondes. Alors, je voudrais préciser, et là, je vous cite une phrase de Tristan Harris, un ancien de Google, qui dit... Faut pas vous tromper, les réseaux sociaux, ça n'est pas un outil, un simple outil. C'est pas comme un vélo qui attend sagement dans son garage qu'on veuille bien l'utiliser pour aller se balader. Les réseaux sociaux, ils ont leurs propres objectifs, leurs propres moyens et les propres moyens de les poursuivre en utilisant votre psychologie contre vous. C'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent vous chercher. Ça fait un certain temps que vous n'avez pas regardé Facebook, alors attendez, on va vous envoyer la notification qui va faire que vous allez revenir vers nous. Donc c'est pas un outil comme un autre. Là où c'est vraiment interpellant, c'est donc ce côté polarisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lisez une information, on vous envoie ce que vous avez envie de lire, ce que vous croyez vouloir lire. Et ça devient très dangereux parce que petit à petit, on vous enferme dans un courant de pensée, dans une bulle communautaire avec des gens qui pensent
comme vous. Donc petit à petit, on vient tous se mettre dans un côté de l'opinion et on vient discuter qu'avec des gens qui pensent comme nous, en lisant l'information qu'on veut lire et qui nous fait plaisir. Et du coup, la réflexion devient petit à petit opinion, l'opinion devient petit à petit conviction et la conviction devient vérité. Et c'est là où c'est grave, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une vérité sur laquelle on pourrait débattre, mais chacun a sa vérité. Et du coup, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on s'écoute plus, qu'on s'entende plus. Et ça, le risque, c'est pas dans 15 ans, puisque la plus belle illustration de cela, à mon sens, c'est le débat absolument abject qu'on a eu entre Donald Trump et Joe Biden. C'est-à-dire deux camps qui ne s'occupent pas de débattre sur une vérité commune, mais vraiment deux personnes qui hurlent leur point de vue, qui ne s'écoutent pas, jusqu'au fameux « Will you shut up ?» Donc voilà, vraiment une illustration sur la médiocrité du coup des échanges qu'on peut avoir. Le niveau est bien bas. Aujourd'hui, donc, alors, la véritable question de ces réseaux sociaux, c'est quelque part, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ensemble si à chaque fois on se radicalise, si les camps s'opposent, quel que soit le sujet du vegan, le sujet du port du masque, on a l'impression qu'on ne peut plus être neutre, en fait, on n'a plus le droit d'être neutre. Et puis alors, pour vous donner une illustration de là-dessus, Tim Kendall, un ancien responsable de la monétisation de Facebook, le journaliste lui demande « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le développement des réseaux sociaux ?» Il réfléchit et il dit à court terme, une guerre civile. Donc là, ça fait peur, ça donne des frissons. Donc moi, ma question, c'est comment on agit, comment on arrête aujourd'hui ces algorithmes qui nous manipulent, ces publicités ciblées, ces recommandations. Quand est-ce qu'on va agir et agir maintenant, pas dans 10 ans, on va pas faire comme l'écologie et se voiler la face. Et où est-ce qu'on signe ? Parce que voilà, moi je suis maman de 2 enfants, donc je veux savoir comment on va les protéger, comment on va les éduquer, les sensibiliser, et je veux vivre encore dans un monde où on aura droit à la rencontre fortuite, au hasard, au coup de cœur inattendu. Donc s'il vous plaît, dites-moi comment on agit vite, quoi. Écoute, on va en parler. On a invité pour en parler un grand spécialiste. Monsieur Damien Douany qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Alors Damien, c'est un geek depuis les fins des années 90, il était sur tous les coups. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur le sujet, le Web 2.0, 15 ans déjà et après. Donc il avait un peu d'avance sur le coup. Et puis récemment d'ailleurs une très belle tribune qui est carrément sur le sujet. C'est pour ça aussi qu'on t'a demandé de venir. Dans Opinion. Donc j'invite tout le monde à la lire parce qu'elle est vraiment intéressante. On garde Marie-Laure avec nous. Alors comment vas-tu, Damien ? Très très bien, merci. Éclaireur du numérique. Éclaireur du numérique, effectivement, puisque voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Éclaireurs du numérique, qui fait un podcast régulier sur le sujet où on a traité d'ailleurs de ce problème-là. Et puis effectivement, tu le disais il y a quelques instants, Pascal, un livre qui s'appelle Web 2.0, 15 ans déjà. On est 57 à l'avoir écrit. Je ne suis pas le seul. On est 57 pionniers, vieux de la vieille, qui avons connu tout ça et qui effectivement avons voulu donner non pas un retour sur le passé, mais plutôt notre vision du futur et essayer justement d'envisager des solutions à des problèmes qui ont émergé alors qu'on ne pensait pas que ça pouvait émerger. Et nous-mêmes, moi le premier, ayant été un promoteur de ce type d'outils comme les réseaux sociaux et aimant toujours d'ailleurs ces outils-là, je me dis que il y a des choses effectivement qu'il faut aujourd'hui peut-être corriger. D'accord, d'ailleurs je précise que c'est aux éditions Kawa. On reste, comme tu disais, en famille. C'est ça. Et beaucoup de noms que l'on connaît bien et des grands professionnels, des grands spécialistes. Alors, moi, je dis que c'est l'affiche des Avengers, version Web 2.0 en France. Revenons sur le sujet. Alors, tu as effectivement écrit une longue tribune sur tout ça. Co-écrite avec Pierre Vallée et Cyril Chaudois, effectivement, qui sont co-auteurs du livre aussi. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer ? Alors, je pense que Cindy, tu as bien résumé les choses. Aujourd'hui, la problématique qui est liée aux réseaux sociaux. Et moi aussi, j'ai regardé The Social Dilemma. D'ailleurs, je trouve que le titre anglais est meilleur que le titre français. Alors que pour une fois, il a été traduit. Voilà. Derrière nos écrans de fumée, la notion de dilemme est très juste. Moi, je ne suis absolument pas tenant du fait qu'il faille revenir en arrière. Ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est assez déceptif dans le documentaire. En gros, à la fin, sur la partie assez vite expédiée sur les solutions, en gros, c'est nous, en Silicon Valley, il y a des écoles où on ne touche pas aux écrans, il faut faire attention, ceci, cela.
Moi, je suis contre le retour à la bougie, je suis contre le retour à la calèche. Je pense qu'il y a des vraies choses. Tu vas arriver aux amis, je te. Les réseaux sociaux, pour moi, sont un outil extraordinaire et formidable. Et d'ailleurs, je sais pourquoi j'y crois toujours. La question, c'est comment ils se sont développés. Et aujourd'hui, les mécaniques qui sont intrinsèques à ces outils et qui en font aujourd'hui des mécaniques, des outils plutôt, qui peuvent être effectivement dévoyés et qui peuvent poser de vrais problèmes. Pour moi, les réseaux sociaux, les GAFAM, comme on les appelle en général, c'est les cigarettiers du 21e siècle. Vous savez, la bonne image. Alors, si on continue dans l'idée de la pub, c'est parce que si vous connaissez la série Mad Men, ouais, très bien, extraordinaire série Mad Men. Mad Men, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des équipes de publicitaires qui justement développent plein de produits et notamment ils mettent en avant les cigarettes, l'alcool. C'est cool à l'époque. Il y a même des médecins qui prescrivent des cigarettes. Et je pense qu'ils le font en toute connaissance de cause en se disant... C'est bien, c'est une bonne chose. C'est cool. C'est cool. Mais le seul problème, c'est que ces cigarettiers, au bout d'un moment, ils vont modifier la formule, ils vont mettre dans des additifs, ils vont nous rendre junkies à cette cigarette. Et puis à un moment, et à aucun moment, quand les États vont se réveiller et mettre les fameux panneaux sur les cigarettes fumez tu, regardez cette photo de cancer, etc., c'est trop tard. C'est mort. Eh bien, on est un peu, à mon sens, aujourd'hui, au même endroit. C'est-à-dire, en gros, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Il ne faut pas du tout interdire ces plateformes, mais il faut expliquer et il faut mettre en place des garde-fous par rapport à ces plateformes. Parce que quand on réunit quasiment 3 milliards de gens comme Facebook et qu'on est potentiellement le 3e, 4e pays mondial, il y a un moment, et qu'on est complètement assujetti à n'importe quelle règle auxquelles les États sont normalement assujettis, il y a des questions qui se posent. Merci de cet éclairage, Damien. Alors, moi, je voulais avoir une réflexion, parce que je sais que d'abord que tu connais très très bien le sujet depuis longtemps. Internet et toutes ces choses-là tu maîtrises, comme on dit, Marie-Laure. Je voulais avoir ton point de vue, ta vision de tout ça. Moi, j'ai vu aussi Social Dilemma et j'ai pas non plus appris grand-chose sur les sujets des fake news et de cette période absolument étrange où en fait on croyait qu'on était à l'âge de l'information et on est à l'âge de la désinformation. La polarisation, les bulles de filtre, ça fait longtemps, je les ai dénoncées d'ailleurs il y a bien longtemps à l'UDECAM en prévenant les annonceurs que s'ils laissaient cette situation-là, on allait aller dans une situation extraordinairement dangereuse de ce qui s'appelle la post-vérité, parce que d'ailleurs les médias en mourraient. Vous savez que les fake news se répandent 6 fois plus vite que les vraies news. Donc il y a une attirance absolument incroyable pour aller vers les fake news, donc pour gagner de l'argent quand on est un média ou quand on est une plateforme par rapport à quelque chose de centriste. Mais ça m'a rien appris. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, et je suis très surprise que vous en ayez parlé ni l'un ni l'autre sur le plateau, c'est la data. Ah oui. Le sujet de la data. Parce que la vraie différence entre les médias d'avant et les plateformes, c'est une profusion de data qu'on n'a jamais imaginé qui les dépasse. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant de la part de tous les intervenants, c'était de dire personne n'a eu la volonté de nuire dans les It's good people. C'était sûrement des gens bien qui avaient même envie de changer le monde, qui avaient envie de connecter le monde, qui n'avaient pas envie d'être des dictateurs. Le problème, c'est que cette data-là, que nous, on leur donne, hein, il faut rappeler toujours cette phrase, si c'est gratuit, si le produit est gratuit, bien sûr. Donc, on leur a tout donné. Et au moment de Cambridge Analytica, qui a quand même été un moment très, très important dans les médias, sur lequel personne n'a bien réfléchi, il y avait tout à coup quelqu'un qui arrivait à le craquer pour permettre à des élections d'être manipulées. Oui. Ce n'était pas parce qu'il y avait des méchants qui manipulaient, c'était surtout qu'il y avait des outils qui permettaient la manipulation, le problème. Donc il ne fallait pas pleurer sur les méchants, il fallait surtout dire il y a des outils qui posent problème. Moi, j'avais rencontré une start-up qui avait craqué le code et qui avait reçu un diplôme de Facebook. Bravo, you found the golden mine. Donc, c'était le principe. Si on était un ingénieur malin, on craquait le code et on entrait dans toute la data. Et ça, on a tout donné, on sait tout sur nous. Ça dépasse même aujourd'hui les fondateurs et c'est extraordinairement dangereux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se poser la question, en fait, de qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut les taxer, ça c'est sûr, parce qu'on ne va pas laisser des monopoles aussi puissants creuser des inégalités. Des trusts, oui. Voilà. Il faut les contrôler. Il faut les réguler, c'est indispensable. Il faut arrêter de discuter entre nous sans arrêt de tous ces sujets-là. Il faut les démanteler. Il faut se dire que, vous savez, il y a un chiffre très simple. C'est qui a plus d'1 milliard de téléchargements ? Qui sont les apps à plus d'1 milliard de téléchargements ? TikTok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Facebook, WhatsApp. Ouais, TikTok vient de rejoindre, mais ça, c'est pas important. Ceux qui étaient pendant les 20 dernières années-là, qui y avait ? Il y avait Google Maps.
il y avait Google, il y avait Facebook, il y avait WhatsApp, il y avait... Non, mais c'est ça qui est fou. Il y avait Instagram et il y avait Messenger. C'est-à-dire que sur au moins 4 sont possédés par Facebook à plus de 1 milliard, au moins 2-3 par Google et YouTube, évidemment. On est dans une situation de monopole comme il n'y a jamais eu. Et c'est ça le sujet. Enfin, les journalistes, vous devez vous mobiliser sur ce sujet. C'est jusqu'où on va dans la data, comment est-ce qu'on récupère la data, comment on la réanonymise, comment est-ce qu'on la possède de nouveau parce qu'elle nous appartient. Je pense que c'est vraiment ça le sujet central. Alors, tu voulais réagir. Merci Marie. Alors c'est un bon résumé. Je vais même aller plus loin parce qu'effectivement il y a la data et l'exploitation de la data. Donc il y a la data qui est effectivement la collecte de la data et aujourd'hui effectivement, et je pense qu'il faut reprendre la main sur cette question de collecte de la data. Je pense notamment à tout ce qui est ciblage comportemental, etc. Il y a nécessité de mettre des garde-fous par rapport à ça. Ça c'est un premier point. Il y a la question de la souveraineté de ces data. Il n'y a pas de hasard si Trump attaque TikTok aux États-Unis en disant je veux que c'est une boîte américaine qui rachète TikTok. La question elle est très simple. C'est territorialiser les datas américaines et les garder sur le territoire américain. Bon, by the way, il fait exactement pareil avec Facebook qui ramène ces datas de l'Europe vers les États-Unis. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, c'est le même problème, mais ce n'est pas un problème pour eux. Donc, il y a la question de la territorialité, de la souveraineté des datas qui est un vrai problème. Il y a un autre élément qui est sur l'exploitation de ces datas, les algorithmes. Les algorithmes ne sont pas neutres. Oui, Marie-Laure, elle dit « it's good people » et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'ils n'y voyaient pas à mal, très clairement. Moi, pendant des années, j'ai professé, justement, je suis un grand fan de ces réseaux sociaux et j'ai expliqué c'est génial, il faut les utiliser, ça rapproche les gens, ça permet de communiquer et j'en suis toujours convaincu, mais à la fois effectivement il y a une dévoyance de ça et les algorithmes ils sont loin d'être neutres. Moi ce qui me gêne avec ces algos c'est qu'à la fois ça peut être des armes de guerre parce que ça peut déstabiliser des pays, parce que ça peut créer des bulles de filtre, ça peut créer du fake news, mais ça peut faire en sorte aussi que les gens ne se parlent plus et cette notion là, tout comme je dirais pour faire un autre parallèle, je parlais des cigarettiers tout à l'heure, tout comme par exemple il y a des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Parce qu'on veut vérifier que les molécules fonctionnent bien de telle manière et arrivent et font tel objet, tel traitement. Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait quasiment arriver à ce genre de choses-là. C'est-à-dire, en gros, vérifier le bon usage de ces algorithmes, quasiment avoir une mise sur le marché des algorithmes, vérifier qu'ils fonctionnent bien, vérifier ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a un vrai questionnement. En gros, c'est une traçabilité quasiment, un peu du bio, on va dire, de ces oui, si on veut toujours faire des parallèles par rapport à ces éléments-là sur la mise de marché, parce que il y a un autre élément, un dernier élément aussi, c'est que ces algorithmes, on les subit. Je n'ai pas le droit de débrayer l'algorithme. Alors si, Twitter est le dernier réseau social qui a gardé la possibilité de débrayer son algorithme. Je sais que Jack Dorsey y tenait, mais très peu de gens le font, mais on peut le débrayer. N'importe quelle plateforme autre, je suis sous le joug de cet algorithme. C'est en gros, je ne sais pas, et je suis enfermé dans une bulle de filtre. Si je veux pouvoir m'extirper de ça, je dois le pouvoir. Et ça, c'est un vrai questionnement, parce que c'est une reprise de son libre arbitre. Mais merci, ensuite, oui, Marie-Laure, vas-y. Moi, j'ai peut-être plus confiance, j'ai certainement beaucoup plus confiance dans les patrons des GAFA aujourd'hui que dans Donald Trump. Donc, en réalité, la vraie grande question, c'est pourvu qu'il n'y ait pas un dictateur qui s'empare un jour de ces plateformes. Ça, c'est clair. Parce que finalement, tant que c'est eux, on voit bien d'ailleurs, c'est quand même assez fascinant que Mark Zuckerberg soit celui qui va donner 300 millions pour permettre à des gens d'aller voter aux États-Unis, alors que l'État ne le fait pas, au contraire, essaye d'empêcher plus de 1,5 million de gens d'aller voter, notamment par exemple en Floride, où c'est un immense scandale. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a tout un travail à faire de ces monstres qui nous échappent un peu, mais qui aujourd'hui, en même temps, sont sans doute moins dangereux qu'ils ne seraient s'ils étaient à la merci. Oui. Alors, il y a quand même un vrai sujet, à mon avis, aussi d'éducation. Enfin, voilà, je pense qu'on ne peut pas passer... Pour rebondir là-dessus, sur la question de la dictature, etc., je pense que quand les gens sont éclairés, on peut faire en sorte de ne pas les amener n'importe où. Ça, c'est ma conviction profonde. Ma conviction de papa aussi, qui fait qu'il y a deux filles et qui se dit comment ça va se passer pour elles, parce que je vois très très bien comment ça fonctionne. Très clairement, il y a une question d'éducation. Tout comme il y a, je pense, l'éducation civique, l'éducation sexuelle à l'école, il faut une éducation de la culture numérique. Mais pas genre, on vous apprend à utiliser un ordinateur, comme on a appris avec des MO5 il y a 20 ans ou 30 ans, ou aujourd'hui avec l'informatique et les profs savent vaguement faire. Il faut expliquer aussi bien aux enfants qu'aux parents, parce que les parents sont aujourd'hui complètement largués, les enjeux de ce qui fonctionne derrière. Et après, on ira à la rigueur, mais au moins en connaissance de cause. Et donc, il y a cette question-là aussi qui est importante, qui est la question de l'éducation, qui est la question, je dirais même, d'un service civique numérique. C'est en gros faire en sorte que pourquoi pas des gens qui sont les plus éclairés aident ceux qui ne le sont pas, aider à réduire cette fracture numérique aussi. Tous ces éléments-là qui aident et qui font en sorte, je suis d'accord avec Marie-Laure, effectivement, c'est pas blanc ou noir.
Très clairement, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui on est face à des outils qui aujourd'hui ont énormément de données, mais il ne faut pas qu'ils tombent entre mauvaises mains. Oui. Alors je vais être obligé de vous arrêter parce qu'on est largement au-delà du temps imparti. C'est passionnant. Comme d'habitude. J'adore. Je pourrais y passer 2 heures facilement. On y reviendra. Merci à vous deux, Marie-Laure et Damien, d'avoir participé à ce talk entre nous sur des sujets quand même très chauds où on aurait pu en faire une seule émission pour chaque. Merci à toi, Cindy. On se retrouve donc le mois prochain. Avec plaisir. Toujours à l'Open Mind Café, toujours avec la Captain Prod Team qui fait toujours un boulot exceptionnel. Merci à tous nos partenaires et nos soutiens. Vous êtes nombreux à nous avoir aidés à monter cette opération, cette première, en tous les cas, nouvelle édition de My News. On se retrouve le mois prochain. Allez, ciao!